showing someone not in the best of his time. Why did you accept this challenge to play this character? And actually this man, because it's a true story. Yeah, because it showed a very important figure in American history at his worst moment, at his actual very lowest moment. And for me, I still am a big supporter of the politics of the Kennedy family, the Democratic Party. If you would translate that? No, please, I do it. Okay. So, it wasn't an easy role to accept, and it was always going to be a very polarizing film, particularly in America, where passions run very deep over love for and hatred of the Kennedys. And this particular act, you can say from Chappaquiddick, we go to Watergate, we go to Clinton's impeachment, we go to, we could even say Al Gore and Bush in the Hung election, to where we are now with Donald Trump. So I just thought, he was a fascinating man who led an extraordinary career. He's one of the greatest American senators in terms of what he legislated. But here, we, the voting public, the American voting public, were willing to forgive a heinous act. And I thought it was worth examining that. Pour moi, c'était important d'avoir la possibilité, l'opportunité de faire voir un personnage important, un personnage fascinant, de par ses idéaux, de par l'histoire des États-Unis dans son ensemble, un tel personnage, de le faire voir à un tel moment, c'est-à-dire au moment le plus difficile, le plus délicat de sa vie et de sa carrière. Pour moi, c'était vraiment intéressant parce que Jason nous dit je suis un vrai supporter. Je suis désolé, j'ai pas parlé français depuis très longtemps. Pour moi, la famille, le clan Kennedy, c'est quelque chose qui est très important. Je les ai toujours moi-même, nous dit-il, soutenus dans les politiques, dans leurs choix, la démocratie, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de traiter une histoire comme cela, parce que quand on est vraiment soi-même un fervent admirateur de ce qu'ont pu faire les Kennedy, c'est difficile de traiter une histoire qu'on ne peut pas décemment approuver, parce que c'est vrai que ce geste était terrible, et la famille Kennedy et tout ce que ça implique, c'est un sujet qui est extrêmement polarisant aux États-Unis, c'est un sujet qui divise. Donc forcément, je savais que ce serait quelque chose de compliqué. L'opinion publique américaine, il y a vraiment un rapport d'amour et de haine avec ce thème des Kennedy. Et les deux existent, de toute façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde cette histoire, quand on pense à cette histoire, donc Chappaquiddick, le titre original du film, c'est vrai qu'on peut très bien établir un parallèle assez aisé entre Chappaquiddick, qui a sans doute mené quelque part au Watergate quelques années plus tard, qui a sans doute lui-même mené à l'impeachment, à la tentative d'impeachment de Bill Clinton, qui a sans doute mené à cette élection totalement bâclée et pathétique entre Al Gore et Bush, et aujourd'hui avec ce qu'on voit avec Donald Trump. Donc pour moi, c'était vraiment ce challenge d'interpréter le rôle de quelqu'un que, encore une fois, qu'il trouve fascinant, vraiment intéressant, et puis quelqu'un qui a quand même eu de toute façon une carrière très longue et une carrière remplie de vrais succès en tant que sénateur, le sénateur Ted Kennedy. Mais c'est vrai que c'était intéressant de comprendre comment l'opinion publique américaine a-t-elle pu faire pour, quelque part, pardonner au sénateur Kennedy, parce qu'après ce genre d'histoire incroyable qui s'est passée, n'importe qui d'autre aurait vu sa carrière totalement détruite et mise aux oubliettes, et en l'occurrence non. Donc voilà, encore une fois, pour lui, c'est intéressant de faire voir ce paradoxe qui a eu lieu entre ce qui s'est passé et le reste de sa carrière. Y a-t-il une autre question dans la salle? Bon, les amis, avant, enfin, m'aider. Oui, monsieur ici. Bonjour. Je sais que vous avez déjà tourné pour John Curran en 98 pour le film qui s'appelle Praise. C'était comment se retrouver au bout de 20 ans plus tard? I guess you understood, but I will translate it. Yeah. This gentleman says he thinks he knows that you've played already with John Curran in 1998,
with the movie Praise. And how was it to actually see him again, work with him again 20 years later? What changed or what didn't? I guess on what changed on a fundamental level was that I was involved in hiring him for Chappaquiddick, whereas on Praise he hired me. But John was amazing. It was a very... Chappaquiddick was a script that was very well known in Hollywood, and a lot of people love it. It won a lot of awards and was on a lot of lists as one of the great scripts. But no one really was prepared to do it. You know, there were a couple of directors that started on it, but they couldn't, you know, finance it or do it at the level that they thought they wanted to do it at. So, you know, it came to me, and then I went to John. You know, he was from that area, from Massachusetts. He knew this world and these people really well, and I think he directed quite a brilliant film. You know, and I think the deeper we go into what the story is and the political landscape we're in, the more you realise the clarity of what he's delivered. And he was very tough. He was very, very tough on myself, on Ed, on Kate. He was very unrelenting in it being authentic and believable and intimate. Very demanding. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, il y a 20 ans, c'était John qui m'avait engagé, et sur ce film-là, en fait, c'était l'inverse. C'est moi qui ai fait en sorte que John travaille sur le film. Parce que Jason nous explique que John Curran, donc le réalisateur, c'est vraiment un réalisateur formidable. Et en l'occurrence, le film est né tout d'abord du scénario. C'est d'abord le scénario qui a existé, et il existait, il y avait le scénario de ce film-là, qui était entre guillemets disponible pour être adapté en tant que film à Hollywood. Et il était là depuis pas mal d'années, il était à Hollywood, et il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ce scénario, beaucoup de réalisateurs qui ont voulu l'adapter et puis qui n'ont pas réussi à le monter pour une raison ou pour une autre. Évidemment des raisons généralement financières, qui n'ont pas réussi à monter financièrement le film. Et puis voilà, le scénario est arrivé entre ses mains, entre les mains de Jason, et il l'a lu, et il a pensé tout de suite à John. Parce qu'il a dit que John Curran est quelqu'un qui vient de ce même endroit, qui connaît le Massachusetts, qui connaît la politique du Massachusetts, les ficelles, les gens. C'était vraiment, il était dans son, entre guillemets, dans son bain, quoi. Il savait qu'il pourrait le traiter de la meilleure manière possible. Donc, il a fait en sorte qu'il puisse venir, et c'est comme ça qu'ils ont pu faire le film ensemble. Et il nous dit d'ailleurs que John est vraiment un réalisateur, encore une fois brillant, mais c'est un réalisateur qui est juste et parfois qui est dur. Il n'est pas du tout sympathique, etc. Sur le tournage, il ne va pas laisser passer quelque chose. Il a une idée en tête, une idée créative en tête, et il va y aller, même si ça le force à bousculer un peu de temps en temps ses comédiens, Jason en tête. Donc ça n'a pas été forcément un tournage de tout repos, ça a été même assez difficile parfois, mais encore une fois, il est persuadé que le résultat final valait vraiment le coup de prendre des coups, justement. Super blague. Si quelqu'un d'autre a une question, c'est le moment. You said you read the script and you knew immediately that John would be the right person. Did you also know that you were the right person? I mean, you're an Australian. What the hell were you thinking? Yeah. By the way, I think you did a brilliant job. Congratulations. Thank you. You know, you never know. You know, I always with a film and with a character that you really love and you're really interested in, there is that level of fear. And playing Ted Kennedy, there's a huge level of fear, absolutely. You know, he's a very, like I said, revered and hated figure in America, you know, but everybody knows Ted Kennedy. You know, and everybody has, and Americans have very strong opinions about him and his politics. And even a story like this, which a lot of people didn't really know. So I was very, you know, nervous about, you know, picking it up. And then whether I could actually do it was another thing altogether. But John and I, we never wanted to, like, mimic Ted, you know. There's enough of me there to look and go, okay, he looks enough a bit like Ted. I had fake teeth in, you know, I had a wig on.
you know, and some little plumpers. I just, you know, I had a little bit of weight just to, and but then you accept me as Ted in the opening frame, and you go with this journey of this man or not. So yeah, I was very nervous, but nerves make you work a lot harder. You know, I mean, I had to really work hard to get to where I got to. La question portait sur le fait de savoir si, selon Jason, comment a-t-il su dès le départ que John serait il nous a dit que selon lui, John était le meilleur réalisateur possible pour faire ce film. Et donc la question portait sur, mais est-ce que vous, en plus vous êtes australien, vous n'êtes pas américain, donc qu'est-ce que vous faites finalement à interpréter le rôle d'un personnage politique américain comme Ted Kennedy? Et il nous dit, Jason nous répond que, vous savez, quel que soit le rôle qu'on nous propose, quel que soit le caractère, le personnage qu'on nous propose d'interpréter, même si on sent qu'on est la bonne personne ou pas, mais même si on sent qu'on est vraiment la bonne personne, il y a toujours une couche de peur quelque part, toujours. En tant que comédien, on se pose toujours la question: est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que le public, surtout quand c'est un personnage de la vraie vie, un personnage qu'on connaît, est-ce que je vais réussir à me faire accepter du public en tant que ce personnage? Et puis, évidemment, si ce personnage-là, c'est en plus Ted Kennedy, donc un Kennedy, et donc encore une fois aux États-Unis, les Kennedy, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la psyché américaine, voilà, ça fait partie de l'Amérique. Tout le monde connaît John Kennedy, tout le monde connaît Bob Kennedy et tout le monde connaît Ted Kennedy. Donc forcément, oui, il y avait vraiment une peur pour appréhender ce rôle. Mais quelque part, la peur, c'est aussi le moteur d'un comédien quel qu'il soit. Donc il était assez nerveux. Ils en ont pas mal parlé avec le réalisateur, avec John Curran. Et ce qu'il ne voulait pas en fait dès le départ, c'était essayer de presque d'imiter, presque de faire une parodie quelque part de Ted Kennedy. Ça, il ne voulait pas. Mais il pense, et vous allez peut-être nous dire si c'est vrai ou pas, mais il pense que lorsque le film débute et qu'on voit tout de suite le plan de Ted Kennedy qui est assis devant la télévision, etc., et qui commence à parler, on y croit parce qu'il y a aussi, évidemment, il y a tout le travail autour du set, il porte une perruque, il y a des choses, il y a la couleur, le grain, etc. Mais c'est vrai qu'on y croit, c'est vrai qu'il a la même carrure, et puis qu'il est rentré à l'intérieur du rôle. Donc encore une fois, c'est vrai que vous demandiez, en plus pour un Australien, quelque part il n'y a pas de frontières dans cet art-là, et on croit très très vite, et on croit parfaitement au fait que devant nous, c'est Ted Kennedy, et le public, pense-t-il, accepte rapidement le fait que c'est le sénateur Ted Kennedy qui est en face d'eux et pas le comédien australien. Une autre question dans la salle? Oui. Bonjour. Vous avez joué dans de nombreux films aux genres extrêmement variés, policiers, science-fiction, western. Donc j'aurais voulu savoir quel est votre genre préféré et pourquoi. Merci. We are used to see you in many very different roles, in different movies. I mean, once you play western, once you play science fiction, once you play historical, movie, etc., etc. So, actually, the question today is, which genre do you like most and why? If there is one. I don't think there is one. I mean, I just finished. I went and did Pet Sematary, Stephen King's novel, which is a very, if you know the novel, people think it's horror, but it's actually a very dark, disturbing tale of what we can do, or what we will do, And having, so when you finish a film like that, I don't want to do that again, the story, it's about he loses his child and the lengths he goes to get the child back. So I'm done with it. It hurts. Those type of films really hurt. They're very, it's like Planet of the Apes. They're not really fun to do because there's a lot of work involved, just physically and mentally to do it. And now I'm about to go and do Catherine the Great and Grigory Potemkin with Helen Mirren, which is a big, beards, wigs, 1740s Russia. You kind of, I'm very lucky to, I think, straddle not just studio movies and character movies or independent movies like mainly, but also American movies, and increasingly I look to work in European cinema as well. Just to have those different experiences.
I think my next movie coming out is Aftermath, which is Keira Knightley and Alex Skarsgård and a post-World War II movie. Your favourite genre is the one you're about to go into. You know, after you finish one, I don't want to do another scary movie. You know, I don't want to walk slowly to a door and go, you know. I mean, that's I'm being very general, but you know, I'm happy now, and I'm sure after I finish Catherine the Great, I'll have had enough of wigs and moustaches and swords and horses to go. You know, I'm done with that too. You know, and then I was in Venice 2 days ago for the opening First Man premiere there. You know, and watching it again reminded me how I was finished with that when because my last scene was in the capsule, which is incredibly claustrophobic, where I burnt up, and I was just after that, and I said, man, I ain't doing no space movie no more. So if that answers the question, yeah, they're great, and then you finish with them, and I love moving on to something completely different. J'ai complètement oublié la question, était en français? D'accord. En fait, Jason dit qu'il n'a pas réellement de genre préféré et qu'il aime au contraire passer d'un genre à l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait un film dans un certain genre, parfois c'est difficile, pour pas mal de raisons qu'il va expliquer. Il nous dit qu'il a joué il y a très peu de temps, en fait, il a terminé le tournage d'un film qui sortira bientôt, dans quelques mois, qui s'appelle Pet Sematary, qui est l'adaptation d'un roman de Stephen King, Pet Sematary, donc. Et pour ceux qui ont lu le roman, c'est vrai, ou qui en ont entendu parler, j'imagine que tout le monde en a entendu parler, c'est vrai qu'on se dit c'est un film d'horreur. Pas exactement, nous dit Jason, c'est pas exactement un film d'horreur, c'est aussi tout simplement une histoire sombre, très sombre, sur ce que l'on est prêt à faire pour atteindre un but aussi noble soit-il. C'est aussi ça. Et donc c'est une histoire qui est très sombre et une histoire qui psychologiquement vous fatigue. C'est une histoire fatigante, encore une fois en tant que comédien, en tant qu'acteur, pour la jouer, pour l'interpréter au cinéma. C'était vraiment un travail difficile. Donc là tout de suite il a un peu envie de dire, bon, ce genre d'histoire, ce genre de film, c'est terminé pour moi. C'est évidemment pas terminé, mais c'est terminé pour maintenant. Pour les mois, les années qui viennent, c'est terminé. Donc voilà, ce genre-là, il n'a pas envie de le refaire. Il faut savoir qu'encore une fois, Pet Sematary, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui perd son fils et qui va faire tout ce qu'il peut pour le récupérer. Mais qui perd son fils vraiment, son fils meurt. Donc forcément, ce genre d'histoire, psychologiquement, quand on s'investit dans un rôle comme ça laisse des traces. Et vraiment, il n'a pas forcément envie de se replonger dans ce genre d'histoire rapidement. Donc il va passer à autre chose. Et par exemple, vous allez voir dans pas longtemps un autre film qu'il a fait avec Hélène Mirren, un film en costume, un autre film avec Keira Knightley, autant de films très différents. Il aime bien sauter d'un genre à l'autre comme ça, parce qu'encore une fois, par exemple, il nous donnait un autre exemple d'un rôle qui l'a marqué, c'était le rôle qu'il a interprété dans le film La planète des singes. Je ne sais plus en français, je crois que c'est L'Affrontement, je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. Donc voilà, dans La planète des singes, c'est un rôle qui était difficile parce que déjà physiquement, c'est un rôle qui était difficile. Il pleuvait tout le temps dans la forêt, il fallait monter, etc. Et puis psychologiquement aussi, c'était vraiment pas évident. C'est un tournage qui a duré assez longtemps. Donc voilà, tout ça fait qu'il aime bien passer. C'est vrai qu'on le connaît principalement, pour le moment en tout cas, comme un comédien de blockbuster aussi, parce qu'il en a fait pas mal. Donc il tourne régulièrement, souvent aux États-Unis, des grands films de studio, beaucoup d'argent, etc. Mais il joue également dans des films beaucoup plus indépendants. Je vais notamment reciter le film pour lequel il était déjà venu ici il y a presque 10 ans au Festival de Deauville, le film de Victoria Maoni. Donc il aime bien passer d'un genre à l'autre. Et c'est vrai que là en ce moment, il est particulièrement intéressé dans les films européens. C'est la raison pour laquelle il tourne d'ailleurs de plus en plus des films qui sont tournés ici en Europe, parce que la sensibilité est différente, parce que l'histoire est différente, etc. etc. Et de la même manière, juste pour vous expliquer encore une fois à quel point il passe d'un rôle à l'autre, là vous avez vu donc Le Secret des Kennedy, et vous allez le retrouver dans très peu de temps, puisqu'il sort dans moins d'un mois maintenant, dans un des rôles principaux du film First Man de Damien Chazelle. C'est un film dans lequel, donc encore une fois, il joue un des rôles principaux, Ed White, right? Yeah. Ed White. Alors bon, je suis désolé si je vais donner un petit spoiler, mais en même temps vous allez pouvoir le trouver dans n'importe quelle livre d'histoire. Ed White, c'est la première personne qui est sortie dans l'espace, comme ça, qui a fait un petit spacewalk, enfin qui a marché dans l'espace et qui est revenu.
Et Ed White devait être la toute première personne à aller sur la Lune. Seulement, voilà, la navette spatiale dans laquelle il était pour faire un test à la NASA s'est mise à brûler. Et donc Ed White a terminé en cendres. Donc forcément, la toute dernière séquence dans laquelle, enfin qu'il a interprété, qu'il a joué dans le film, la toute dernière séquence donc, dans laquelle on le voit dans le film, eh bien c'est lui dans une petite navette spatiale comme ça, qui est vraiment pas grande, hein, c'est grand comme une toilette. Et c'est ça en fait, lui, c'est vrai que quand on lui parle de ce rôle-là, il a tendance quand même à se souvenir de la claustrophobie du truc, de l'aspect quand même dramatique de ce qui a pu se passer. Donc encore une fois, par exemple, les films de science-fiction, ou les films sur l'espace, ou les films historiques, tout de suite, bon, il va peut-être passer à autre chose, quelque chose d'un petit peu plus joyeux, et puis il y reviendra sans aucun doute plus tard, parce que vous le savez tous, il est capable de jouer à peu près n'importe quoi. Donc là, tout de suite, c'est vrai que si on lui demande est-ce que vous allez refaire un film qui se passe dans l'espace, pas là. À un moment donné, peut-être, sans doute, mais pas là. Y a-t-il une autre question? Ce sera sans aucun doute la dernière question. Donc si vous avez une question à poser, c'est maintenant. Monsieur, ici. I was wondering if you ever tried to keep souvenirs from your shootings, like suits or props or anything. And if so, what's the most precious thing that you were able to keep? Thank you. It's always a very, it's always a very tricky moment on a film set because everyone wants to hang on to. It's funny because on the bigger films now, they have to keep everything because there's usually reshoots or additional shooting, so they want to come back. You know, one of the things I actually kept, which I really love, is a beer coaster from Little Bohemia, which was what the art department made in the Michael Mann film Public Enemies. And Little Bohemia was the house that we had the shootout. It was like a tavern where we had the shootout at the end, where Red was actually shot before he died. So I kept that and I loved it. I was like, you know what, I'm taking this. You know, you know, I got usually some, like NASA gave me one of the badges of Ed White's Apollo mission. Yeah. So that was from 1965 or 6, where it was when it blew up. 1967, I think. Yeah. You know, which was a very precious thing. So sometimes people actually will give you something which is very dear to them. You know, for NASA, it was one of the original ones. There was only like, I don't know how many were left. It was like, you're very grateful. On Everest, Guy Cotter gave me, I think, one of only 2 caps that he had from Rob Hall's, you know, expedition where he died, which was very precious as well. You know, it's a real one. Yeah, and Guy only had 2, and he gave me 1. Yeah, you know. So, and they were the 20 that were made for the climbers from the expedition where they all died, and so. You know, you make great friendships, and it's things like that that I really value and hold on to afterwards. Like a little collection, just very small little things, you know. There was a watch on First Man which Omega made a limited edition remake of the exact same watch that the astronauts had, like a one-off. I wanted that, but they wouldn't give it to me. Well, you can buy the real one, maybe one day at an auction No, or something. you can't, you will never ever buy these. I knew when I saw this watch, it was literally just, they remade it exactly in the same way that it was for the watch he's had, and you know, there was only 5 or 6 of them made, and I'll never do it again. I just didn't get the stuff from Little Bohemia. What was it? Oh, it was a beer coaster, you know, like when you put a hot drink down or a beer on, it was a leather stamped beer coaster that says Little Bohemia. And it's funny because it's in my house, and people that most people just don't recognise it, some people just go, oh my god. Yeah, you know. Alors je vais traduire la question. La question était est-ce que vous gardez de temps en temps des souvenirs, des petites choses, des memorabilia, des films dans lesquels vous tournez. Alors je ne savais pas d'ailleurs s'il pourrait répondre, peut-être que c'est illégal, un peu comme on garde un peu de... Mais en l'occurrence, oui, c'est vrai qu'il garde certaines choses. Il nous dit, cela dit, au tout départ, il nous a rappelé qu'en fait, c'est de plus en plus difficile parce que sur les tournages des grands films, des films à grand budget, en fait, maintenant, les studios gardent tout.
parce que peut-être qu'ils vont être amenés à faire des reshoots, donc à refilmer certaines scènes supplémentaires, des plans de coupe, etc. Et donc, il faut qu'ils gardent tout sous la main, quoi, au cas où ils en ont besoin. Donc c'est de plus en plus difficile. Mais il nous dit, c'est vrai que par exemple, lorsqu'il a joué dans le film Public Enemies, McMahon, il y avait à un moment donné, vers la fin du film, il y a une fusillade qui a lieu dans une taverne. Et cette taverne, donc à Little Bohemia, eh bien, le département donc, des décors du film a fabriqué des petits sous-verres, des sous-bocs. Et ces sous-verres sont imprimés avec le logo de Little Bohemia, etc. C'est des choses, encore une fois, rarissimes aujourd'hui si ce sont des vrais. Et c'était vraiment très bien fait. Donc là, il en a gardé un, et c'est amusant de se dire qu'il a gardé ce sous-boc, ce sous-verre, qu'il est aujourd'hui dans sa maison, et que quand les gens viennent lui rendre visite et boivent un verre, est-ce que tu as trouvé ce plan ? Donc il est assez content de garder des petites choses. Il a d'autres exemples qui lui viennent en tête, par exemple, sur le film First Man donc, de Damien Chazelle. Il a gardé un des patchs, qui était, vous savez peut-être pas, je ne sais pas, que lorsque l'on travaille à la NASA et qu'on travaille sur une mission à la NASA, eh bien on a un patch de la mission avec son nom qui est brodé au-dessus en dessous et qui est sur le vêtement. Eh bien ils en avaient fait quelques-uns et donc on lui a donné un des patchs de Ed White, donc le personnage qu'il interprète dans le film, et qu'il a évidemment précieusement gardé parce que c'est une époque qu'il connaît bien, 66, 67, c'était voilà. Donc il a gardé ça. Et puis c'est vrai qu'encore une fois, que le fait que lui garde quelque chose, c'est assez rare, mais ce qui se passe surtout sur les plateaux de tournage, c'est que les techniciens, les acteurs, les décorateurs lui donnent des petites choses comme ça. Donc il a par exemple récupéré, encore une fois, lorsqu'il était sur le tournage de Everest, il a récupéré une des 2 casquettes d'un des survivants d'une expédition qui s'est terminée tragiquement. Il a récupéré également... ça c'est voilà, ce qu'il voulait dire également, sur le film First Man, donc le film de Damien Chazelle, il aurait bien aimé récupérer la montre, une des montres qui avait été faite, parce que vous savez sans doute qu'à l'époque de la conquête de l'espace, les grandes marques de montres, des marques comme Omega, comme Rolex, je ne suis pas sûr, Omega en tout cas c'est sûr, avaient fabriqué des montres des montres qui soient capables d'aller dans l'espace. Donc des montres qui étaient faites vraiment sur mesure pour les astronautes. Et en l'occurrence pour le film, il y a des montres qui ont été refaites à l'identique, exactement comme les montres de l'époque, et qui portaient pour le tournage. Et là, il aurait vraiment bien aimé la garder, mais il n'a pas pu. Donc celle-là, il n'a pas eu. Et ce sera le mot de la fin. This press conference is now over. Thank you very much. Merci à tous.